Voilà, quelques petits soucis, mais ça va. Sur ce plateau, maintenant, on installe la causerie. Kadé Achirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à ESAE TV. Merci d'être présent sur ce plateau. Plaisir. En face de vous, Firmin Soso. Bonjour, Firmin. Bonjour, chers éditrices, bonjour, chers téléspectateurs. Et puis, Jandel Etienne Glessoubi en service à la radio KPFM. Jandel, bonjour. Chris, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et bonne fête de l'Ascension à nous tous. Merci, Jandel. Avec nos invités aujourd'hui, Gilles Christ, on va parler de ces appels à l'ingérence étrangère au Bénin. Pour quel but? C'est le thème de cette causerie. Et puisque aujourd'hui Jésus monte au ciel, je vais commencer par la droite du Père. Sur ce plateau, je ne sais pas quel Père, mais je vais commencer par vous, Kadé Achirou. Ces appels, vous les avez certainement suivis. Dites-nous comment vous concevez ces appels de certaines personnalités politiques du pays. Je les appelle politiciens, mais ils s'inscrivent dans la dynamique de foutre le bordel dans le pays. Vous voyez un peu, je tiens également dans tout le jeu, je dirais, à saluer le sens patriotique d'une frange de cette classe de l'opposition qui, dans, je dirais, leur vacarme, je dirais, habituel, a quand même pu recueillir quand même un système de lucidité pour savoir qu'il y a un Rubicon à ne pas franchir. Tout appel, je dirais, à une ingérence extérieure est spécifiquement, je dirais, imputable à deux personnalités, en l'occurrence l'ancien président Thomas Bournier à travers sa formation politique Force politique émergent et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Alors, quel est l'intérêt d'un tel appel? C'est pour dire peut-être que la situation est tellement, je dirais, catastrophique que nous ne pouvons plus rien faire au pays et que, voilà, on a besoin d'une aide extérieure. Et je tiens à préciser d'entrée de jeu déjà que le fait que cette frange de l'opposition trouve que le plan est un plan diabolique, c'est un fait, c'est une réflexion assez fondée, qui puise d'ailleurs sa légitimité du fait que déjà au sein de cette opposition qui n'arrive pas à être unie, on a eu déjà le titre sur ce plateau ici, vous avez vu, je dirais, le siège qui a été baptisé de résistance, mais il se retrouve que là, à des moments où, je dirais, il y a une convergence de points de vue, et donc nous sentons quand même une certaine divergence dans les points de vue, ce qui fait que tantôt vous apprenez que telle personne a organisé une conférence de presse, l'autre a organisé une conférence de presse, un autre a organisé une conférence de presse, et quand il y a un intérêt juste plus ou moins commun, vous les voyez, et ils ne viennent pas en personne, ils envoient des émissaires, et ils se retrouvent au fameux siège de la résistance. Ça veut dire qu'ils sont incapables d'abord d'avoir, je dirais, un seul discours, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une union en leur sein. Et donc s'ils appellent à l'ingérence, je dirais, externe, et qu'aujourd'hui peut-être ce que le Béninois lambda ne souhaite pas, parce que Patrice Talon est élu constitutionnellement et légalement, si Patrice Talon n'est pas au pouvoir, qui d'entre eux va prendre le pouvoir? J'ai déjà posé cette question une fois ici. Il n'y a pas cette personne et ils ne pourront pas s'entendre et s'accorder pour pouvoir désigner une seule personne. Et donc, une fois l'opposition l'a déjà comprise déjà. L'autre problème qu'il faut souligner déjà, c'est que c'est vraiment malheureux de constater que ce sont des anciens chefs d'État qui, l'un qui a tout le temps dit, qui fait de la lutte contre la recolonisation son cheval de bataille, lui qui décide aujourd'hui de tendre la main, je dirais, aux externes pour pouvoir, je dirais, en découdre avec quelqu'un qu'il perçoit comme un ennemi aujourd'hui, non un adversaire politique. Parce que quand on suit un peu les débats, on sent quand même une certaine haine, une haine viscérale à l'encontre de Patrice Talon, à l'encontre du président Patrice Talon. Et donc de l'autre côté, nous avons Bouniaï qui peut-être quand peut-être on veut peut-être se refonder ses arguments sur le fait qu'il y a eu des affaires qui se sont déroulées, mais aujourd'hui tout ça est passé. Et c'est lui-même qui a dit qu'il a pardonné, c'est lui-même qui a dit qu'il a tourné la page. Mais dans l'effectivité des choses, on sent qu'il y a toujours une volonté quand même de vouloir à tout prix, je dirais, s'en prendre à la personne de Patrice Talon et non au peuple. Nous avons des institutions qui fonctionnent toujours et je ne sais pas pourquoi il faut appeler à une ingérence externe quand on sait bien que Patrice Talon est installé qu'il y a quelques 3 ans. Quelques 3 ans. Vous avez parlé tout à l'heure de haine, peut-être que c'est subjectif, puisqu'on ne pourra pas le quantifier. La quantifier, cette haine, encore moins la prouver. On ne pourra pas la quantifier. D'accord, mais je reviendrai à vous tout à l'heure. On peut estimer que les mots, on peut estimer, d'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. On peut estimer que les mots sont forts, oui, mais quand même c'est un constat qui est fait. D'accord. Firmin Soso, est-ce que tout va si mal que ça dans le pays pour qu'on puisse en arriver à une telle extrémité, puisque appeler des étrangers, même des partenaires financiers, partenaires techniques et financiers, de ne plus donner de l'argent au pays, est-ce que tout va si mal que ça? Non, je vais prendre la chute de Cadet pour dire que
au fait, c'est ce que nous vivons aujourd'hui n'est plus un problème du pouvoir, entre le pouvoir et les opposants. Vous savez, on constate aujourd'hui avec ceux qui appellent à l'ingérence des forces extérieures, on constate qu'il s'agit plutôt d'une affaire de jalousie, d'une affaire bon, pour ne pas parler de haine, comme l'a dit Cadet aussi, je dirais simplement qu'il s'agit d'une affaire de jalousie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes les institutions internationales qui sont reconnus pour l'évaluation de tout ce qui se fait au plan économique, au plan social dans notre pays, et donnent à Patrice Talon, à la gouvernance de Patrice Talon, une carte blanche. Donc vous voyez que ceux qui ont été aux affaires et qui n'ont pas pu faire ce qu'il est en train de faire sont jaloux. C'est à croire qu'il est en train de battre le record. Il ne faut pas lui permettre d'aller jusqu'au bout pour que l'on dise que depuis le renouveau démocratique, il est le seul président quand même à avoir des résultats probants, à avoir des résultats reluisants. Donc il faudrait faire tout possible pour le saboter, parce que au-delà de ce qu'on a pu observer en ce qui concerne le processus électoral, nous sommes en train de vivre aujourd'hui quelque chose qui s'apparente à une vengeance, à des guerres de personnes. Donc vous voyez, quand vous voyez des anciens présidents, il n'y a que des anciens présidents, parce que au-delà de ces deux personnalités, ceux qui incarnent l'opposition et qui sont montés au créneau ont condamné leur comportement, ont condamné leurs appels. Donc on vous observez tout simplement qu'il s'agit d'un problème entre deux personnes, entre des anciens présidents et celui qui gère aujourd'hui le pays, qui fait une démarcation, qui fait une rupture avec les anciennes habitudes. Donc vous comprenez tout simplement que l'objectif aujourd'hui c'est de lui bloquer les voies, parce qu'il maîtrise en quelque sorte, pour avoir géré le pays pendant des années, il maîtrise les méandres, là où il faut quand même toucher pour évoluer, là où il faut toucher pour bloquer également celui qui gère. Donc l'idée selon moi c'est de faire tout pour saboter ce qui est en cours comme réforme, qui permet d'avoir ces résultats, qui permet de faire ces bons. Donc moi je voudrais appeler les populations quand même à observer ce qui se passe pour comprendre que le jeu n'est plus un jeu de mouvanciers et d'opposants. Non, le jeu est allé au-delà de ça, et ça s'apparente à une guerre de personnes, et ça s'apparente à des manœuvres juste pour saboter ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a promis qu'en 2021 il serait porté en triomphe. Donc il faut tout faire pour l'empêcher. Alors Jandel Glessoubé, dites-nous, est-ce que vous comprenez ces appels à ingérence étrangère dans notre pays? Nous sommes en politique, et en politique, c'est vrai que tout est permis. Et ceux qui demandent à la communauté internationale de venir intervenir au Bénin, et même quand on va demander au PTF de ne pas investir dans le Bénin, je pense qu'en dépit de tout, on doit avoir l'esprit de quelqu'un qui est patriote. Parce que lorsqu'on demande à un partenaire financier de ne pas investir au Bénin, est-ce que l'argent qu'on nous envoie au Bénin, ça entre dans la poche de Patrice Talon? Je ne crois pas. Ce n'est que pour développer le pays. Du coup, est-ce que ceux-là sont aujourd'hui les ennemis du développement? Est-ce que ceux-là aujourd'hui sont les ennemis du bas peuple qui a besoin c'est-à-dire de l'aide de ceux-là, ne serait-ce que pour avoir de l'eau potable, ne serait-ce que pour avoir des infrastructures socio-communautaires à la base? Si nous regardons un peu la situation, tout est parti des élections, de la politique, et qu'on arrive à ne pas s'entendre à l'interne, et qu'on demande à l'extérieur de venir dire quoi? Il faut comprendre une chose. La vie, elle est une ligne droite. Et tout ce que nous faisons, ça nous rattrape. Et ce que le Bénin vit aujourd'hui, depuis que le monde est monde, Dieu l'avait déjà prédit. On savait, en 89-90, il y a eu des concessions. Si tout le monde mettait dans la balance son ego pour dire ce que moi je veux, ça doit se passer, on n'aurait pas eu la conférence de 90 où le Bénin est entré dans l'histoire. En 2011, lorsqu'il y a eu le chaos
contesté, contestable, il y a eu des concessions pour que le Bénin ne bascule pas dans la violence. Non, lorsque vous dites contestable, Tu as dit contesté et contestable. Mais c'est à prendre avec une pincette tout de même. Bon, ce qui est sûr en 2011, Oui. tout le monde n'était pas d'accord. D'accord. Ça veut dire que ceux-là qui n'étaient pas d'accord pouvaient faire et dire ce qu'on observe aujourd'hui. Mais à cause de l'élan patriotique, on est passé à côté de la plaque et tout s'est passé dans la paix. C'était déjà prédit que ça allait arriver. Et donc en 2019, qu'une partie de la classe politique n'arrive pas à participer à une élection, c'était aussi prédit que ça allait arriver. Du coup, on a encore besoin de cet élan de patriotisme. On a encore besoin des gens qui doivent mettre au-dessus, qui doivent rester au-dessus de la mêlée et mettre de côté les intérêts personnels, égoïstes et pervers. Les intérêts personnels, c'est des calculs qui lient aujourd'hui les acteurs politiques, en l'occurrence avec le chef de l'État. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le connaît. Mais est-ce que nous allons mettre cela dans la balance pour gérer les questions d'État? Ceux qui espéraient se retrouver à l'Assemblée, qui n'ont pas pu, ceux qui espéraient envoyer des gens à l'Assemblée, qui n'ont pas pu, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que la 8e législature est celle de tous les temps, est celle qui doit faire 50 ans au Parlement? Ce n'est que 4 ans. Est-ce que ça dit que dans 4 ans, ceux-là ne seront plus en vie pour mener le combat politique? Est-ce qu'ils savent ce qui se passera demain? Et si même si on leur donnait la possibilité d'être président du Parlement, même chef de l'État, est-ce qu'ils ont le pouvoir de contrôler leur souffle en se disant, voilà, c'est ce que nous voulons qui doit se passer? C'est-à-dire, ils doivent se dire, tout ce qui nous arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Et que ce n'est pas Patrice Talon qui les a empêchés d'aller aux élections, ni ce n'est pas la loi qui les a empêchés d'aller aux élections, mais que c'est un plan de Dieu. Dieu l'a déjà prédit qu'en 2019, lorsqu'ils ont soutenu le réformateur. Là, c'est en 2019, carrément. non, vous voyez, c'est un pasteur, Jandel. À un moment donné, les gens doivent c'est peut-être la nature de la journée. se regarder en eux-mêmes. La vie, elle est ce qu'elle est. D'accord. Et même si nous mettons de côté la politique et tout, Oui. tout ce qui nous arrive, c'est l'œuvre de Dieu. Et Mais- donc, ces opposants-là doivent comprendre que ce n'est pas la faute à quelqu'un. Du coup, lorsque on a la chance d'avoir bénéficié des grâces de l'Éternel pendant 10 ans, et qu'aujourd'hui, on demande à la communauté internationale de venir intervenir au Bénin. Lorsqu'on est, si c'est un simple béninois qui le dit, je comprends. Et lorsqu'on a la chance, depuis 1996, de bénéficier des grâces, des fruits et des labeurs des citoyens béninois, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1996, que le président Soglo, il vit de l'État béninois. Ça, il faut que les gens le savent. Et que c'est avec l'avènement du régime de la rupture qu'on lui a coupé certaines choses qu'il ne devrait plus continuer à prendre. Parce que lorsque Kader, son salaire déjà, on a calculé les primes d'électricité, d'eau qu'il perçoit dans son salaire. Et que parallèlement, on dit, bon, comme tu travailles ici, hein, la maison prend encore en charge, c'est-à-dire l'électricité, l'eau pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle du détournement. Parce que depuis des lustres, il y a le cabinet, il y a le service de l'intendant de la présidence qui payait tout ça pour les anciens chefs d'État. Mais c'est sans oublier qu'en retour, on leur versait aussi cela, à dire en espèces. Et du coup, il y a eu des réformes, ça doit frustrer. Mais les gens doivent se dire, est-ce que ce que moi j'ai perdu de 2016 à aujourd'hui, et ce que le peuple a obtenu de 2016 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer les deux pour se dire, en dépit de tout, on doit mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. Lorsqu'en 2016, j'ai encore en mémoire les discours de Pépé Soglo, qui, pour la seule raison qu'il n'était pas d'accord avec Boni Yayi en 2016, c'est que pour lui,
Boni Yayi voulait recoloniser le Bénin en nous amenant Lionel Zissou. Et c'était son thème de campagne. Je me rappelle quand il a assiégé Boycon, Abomey, Zakota Djidja, et parce que c'est le Dahomey, pour dire si vous votez pour lui, alors vous faites mal à Béanzin, et ce n'est pas bien. Et pour ça, il a vendu Patrice Talon cher. 3 ans après, il estime que cette colonie-là, ceux-là qu'il a combattus, peuvent venir s'ingérer maintenant dans les affaires internes du Bénin. C'est-à-dire, il faut être honnête et reconnaître et se poser une question. Est-ce que c'est pour moi, béninois, que Pépé Soglo demande alors qu'on vienne s'ingérer dans les affaires à l'interne, ou bien c'est pour ses intérêts personnels? Que chacun en tire les conclusions et saura quoi faire. Alors, Kader Assirou, justement sur cette question-là, est-ce que c'est la défense de l'intérêt national qui préoccupe finalement ceux qui appellent à l'ingérence étrangère, puisqu'on estime que oui, la situation est catastrophique et on ne fait que le clamer à l'international? Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est des problèmes d'intérêt personnel? La situation est catastrophique, sinon, mais quand ils étaient au pouvoir, tout était rose, je pense. Je pense qu'il n'y avait pas d'opposants, il n'y avait pas, je sais, discours pompeux sur des thématiques récurrentes d'état de droit, encore de démocratie. Je crois que l'heure actuelle n'est pas quand même à prendre au sérieux certains propos, certains discours. Ils ne méritent même pas qu'on leur accorde du crédit en essayant même de les citer. Parce que rien qu'à les citer déjà, ça fait même parfois une mauvaise communication par endroit. Je dirais qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que nous avons en face un président de la République qui, par le passé, n'ayant jamais espéré, je dirais, être président de la République, a eu à apporter sa modeste contribution tout le temps de manière intempestive aux acteurs politiques et donc les a pratiqués. Il a eu à pratiquer l'administration béninoise et donc il a connu les failles et autres de cette administration béninoise, les failles de ces acteurs politiques, mais puisqu'ils n'étaient pas politiques, ils ne s'en mêlaient pas. La preuve, la plupart des Béninois ne connaissaient pas Patrice Talon. C'est Boni Yayi qui nous l'a vendu. C'est lui qui a été son même directeur de campagne pour la présidentielle de 2016. Enfin, vous le dites sur le plan ironique. Et donc on ne connaissait pas c'était Patrice Talon par le passé. C'est lui, Boni Yayi, qui nous l'a vendu. Et je rappelle très bien quand Boni Yayi disait que 1% de sa richesse pouvait faire développer le Bénin. Alors, dès que le monsieur est au pouvoir et qu'il peut mettre peut-être 3% ou 4% de sa richesse pour développer le Bénin, en quoi ça fait mal aujourd'hui? En quoi ça gêne les uns les autres aujourd'hui? Maintenant, en dehors de cela, il y a un autre problème. Un problème assez fondamental, je dirais, selon moi. C'est que de l'autre côté, il y a 2 anciens chefs d'État, Boni Yayi, Nicéphore Didion Soglo, qui ont été présidents de la République. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'au moment où ils étaient présidents, on a vu l'attitude du général Mathieu Kérékou. Vous imaginez que quand Boni Yayi prenait le pouvoir, Mathieu Kérékou aussi s'installait comme ça avec un parti politique, tenait véritablement à opiner sur l'actualité politique nationale. Vous êtes sûr que Boni Yayi lui-même pourrait finir son quinquennat? Vous êtes sûr que Mathieu Kérékou, tout puissant, très stratège, si vraiment il en avait contre Boni Yayi, et vous êtes sûr que Mathieu Kérékou n'avait pas des points de, je dirais, de divergence avec certains aspects de gouvernance de Boni Yayi? Quand on est chef d'État, on vous a porté au pinacle, c'est pour mettre en œuvre un projet, un programme, sur la base duquel, en principe, en dehors des votes émotionnels qui se font, sur la base duquel les populations vous ont choisi. Parce que ça a été choisi avec un programme. C'est normal qu'il y ait des opposants parce que la vision n'est pas la même. C'est normal qu'il y ait des acteurs qui ne soient pas en phase avec lui parce que l'idéologie n'est pas la même. Mais c'est quand même anormal de concevoir qu'il y en a dans la République qui refusent l'existence de débats contradictoires. Ils se disent opposants, mais dès que vous brandissez devant eux une idée opposée à la leur, ils trouvent que soit vous êtes clébé, encore que les clébés existent de part et d'autre, que ce soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition. Ne nous voilons pas les choses. Donc je crois qu'il faut qu'on en vienne à des débats responsables et que nous puissions comprendre véritablement d'où vient le problème. Et le problème vient d'où en réalité? Ce problème vient d'une réforme du système partisan qui a été effectuée, une réforme qui voulait mettre un terme à ces gens de discours où nous avons des gens qui estiment qu'ils sont présidents de parti, des gens qui estiment qu'ils sont présidents d'honneur de parti, et donc à travers leur titre, je dirais officieux de président d'honneur, gèrent tout le parti politique.
On a dit désormais, ce ne sera plus cela. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ils ont été partisans de cette réforme du système partisan, tout en ne mesurant pas les difficultés pour en appréhender les difficultés éventuelles de cette réforme, en votant pour cette réforme. Et une fois cette réforme votée maintenant, ils constatent en fait que c'est une réforme qui vient enterrer notre égocentrisme outrancier. C'est une réforme qui vient enterrer notre anarchie de grands seigneurs. Et donc, on n'aura plus tout pour moi et rien pour les autres. On ne pourra plus avoir une police totale sur, je dirais, les débats au sein des partis politiques. Et donc, ça crée une certaine démocratie au sein des partis politiques où désormais, avec des tests, on dit qu'on ne peut plus retourner à l'Assemblée nationale comme si on avait le titre foncier de l'Assemblée nationale, comme si on avait acheté un siège de l'Assemblée nationale et chaque fois il faut y aller et que pas alchimie, hein, où on voit que le parti a beaucoup plus d'emprise, on se positionne tête de liste parce qu'on sait que quoi que ce qui va se passer, on peut passer. Cette réforme est venue pour dire on met un terme avec cela et que désormais les choses se passeront autrement. Ils étaient tous d'accord que ça se fasse ainsi, mais ils n'ont jamais compris le test qui leur a été proposé. C'est pas la faute à Patrice Talon. C'est la faute aux législateurs, c'est la faute à l'irresponsabilité des acteurs politiques qui nous ont conduits dans ce décor. Maintenant, ils devaient se réunir à nouveau, dire voilà la situation, voilà ce qui s'est passé, maintenant qu'allons-nous faire? Maintenant, ils sont là, ils passent de pays en pays, il faut couper, je dirais, les financements. Maintenant, quand on va couper les financements, c'est Patrice Talon qui va plus manger si on coupe les financements? Quand on va couper les financements, est-ce que c'est les proches ou je dirais les plus proches ou même les proches éloignés de Patrice Talon qui n'auront pas à manger si ce n'est pas le bas peuple qui disent ou qui prétendent défendre? Je crois qu'il est temps aujourd'hui que les uns et les autres comprennent ce qui se passe et je ne vais pas peut-être verser encore dans des propos ici qui vont créer certaines choses, mais je crois qu'il faut quand même qu'on arrête cela. Hein? Il y a des pays qui existent en Afrique aujourd'hui, donc je ne vais peut-être pas citer, mais qu'ils considèrent comme des modèles pour les pays occidentaux, mais on a toujours dans ces pays-là une opposition qui est toujours à bois, qui est toujours là, à toujours voir le mal partout, parce qu'eux, ils voient le mal partout. Pour eux, depuis que Patrice Talon a dit ça, depuis 2016, il n'y a aucune action qui est bonne. Je crois que c'est méchant, c'est irresponsable, c'est apatride même de le dire, pour dire que depuis que Patrice Talon est là, depuis 2016, rien n'a été fait, le Bénin dans le décor. Est-ce que nous pouvons dire que depuis 2011 à 2016, est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? Le dire, c'est qu'on a péché contre la nature. Boniaï a fait de son mieux. Et tous ceux qui ont été, je dirais, que ce soit soutien ou peut-être autre, reconnaissent quand même de manière sincère, honnête, qu'il a fait de son mieux. De 2006 à 2011, il a fait de son mieux. Maintenant, on sait qu'il a également ses revers, il y a également ses points de perversité. Et ça, on ne peut pas le reprocher à aucun chef d'État, puisqu'ils ne sont pas des dieux, puisqu'ils ne sont pas, je dirais, des prophètes pour venir et ne rien faillir. Donc, il revient à cette opposition aujourd'hui, ce qui est très important, d'arrêter avec ces discours. Et j'en finirai pour dire que c'est le moment quand même de rendre un hommage quand même à l'Union sociale libérale de Sébastien Germain Javon et le Parti communiste du Bénin, hein, dont on connaît la verve en matière de politique. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Bon, vous y reviendrez. Et cela nous permet de revenir sur la chronique politique de ce lundi, Gilles Christ. La liberté de s'indigner, raison d'espérer. On espère parce que dans ce concert de réaction, d'appel à ingérence étrangère, il y a au sein même de cette classe politique, au sein de cette coalition, des voix divergentes. Notamment le PCB qui est sorti en premier à travers un communiqué pour refuter cet appel d'une certaine classe politique et également à sa suite Candide Azanaï, Fiman Soso. Oui, vous savez, on constate que après les élections, en temps normal, le temps doit être à l'organisation en ce qui concerne les partis de l'opposition parce que jusqu'à présent, ils ne sont plus dans le jeu. Le 16, la date du 16 étant passée, en ce qui concerne la charte des partis politiques, ils demandent à ce que les partis se conforment, par exemple, au code. À la charte d'abord, à la charte des partis politiques pour avoir une existence légale. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le jeu, donc en temps normal, ils devraient s'organiser de façon à revenir sur la scène politique. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui parlent, ils parlent en tant que personnalité politique. Ils doivent comprendre qu'ils parlent en tant que personnalité politique parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus personnalités politiques dirigeants d'un parti donné parce que leur parti n'existe plus vis-à-vis de la charte des partis politiques. Donc, ils doivent travailler quand même à revenir sur la scène politique, c'est-à-dire à organiser des congrès et à créer de nouveaux partis. Mais c'est ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Et du coup, ils pénalisent ceux qui sont derrière eux, ceux qui espèrent, qui sont leurs militants, qui espèrent
qu'il peut avoir alternance en 2021 par exemple. Ceux-là qui espèrent qu'au cours des élections municipales, et communales et locales, ils pourront quand même revenir à la tête d'une certaine mairie et diriger les affaires de la société. Ceux-là, ils sont pénalisés parce que ceux qui sont leurs leaders charismatiques et qui devraient montrer la voie à suivre sont dans un autre jeu. Ils pensent à eux-mêmes et non à leurs militants qui sont derrière eux et qui pensent qu'il faut organiser les choses de façon à gagner les élections. Nous devons appeler les militants de ceux-là, de ceux des dirigeants qui dirigent les partis de l'opposition à comprendre ce qui se passe et à cerner vraiment les stratégies de leurs dirigeants pour enfin comprendre qu'ils ne sont pas là pour leurs intérêts, ils sont là pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt des militants qui en temps normal doivent se battre, doivent être organisés pour quand même gagner les élections les fois prochaines. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que chacun de nous, quelle que soit notre position, que nous soyons pour le régime en place ou bien pour l'opposition, nous devons comprendre en tant que citoyens, nous devons comprendre que à l'heure au regroupement, à l'union où nous devons nous unir pour voir ce dont le pays a besoin pour décoller. Parce que vous savez, le paysan qui est à Tchoumi-Tchoumi, le paysan qui est à Banikwara, lui, il ne maîtrise rien de ce que nous faisons comme jeu politique, ce que font les acteurs. Ce qu'il veut, c'est l'eau. Et aujourd'hui, ce régime est en train de travailler pour que les gens aient de l'eau à la maison, pour que les gens aient l'électricité à la maison. Donc, nous devons tout faire pour comprendre que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui doit nous diviser en temps normal et laisser les guerres, les querelles de personnes, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des querelles de personnes. Et il faudra tout faire pour revenir en de meilleurs sentiments et organiser, parce que déjà, ils sont en train de passer à côté de ce qui viendra en 2020. En 2020, déjà le pouvoir s'organise. Ils ont déjà fait, en ce qui concerne l'évolution de la réforme du système partisan, les deux partis qui soutiennent le pouvoir ont déjà fait l'expérience des législatives et savent que c'est comme ça on peut s'organiser pour gagner une élection. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait leur baptême de feu ou de l'air. Donc, il faudrait qu'ils s'organisent de façon à revenir pour quand même diriger leur parti de façon adéquate pour que les élections se déroulent bien en 2020. Sinon, en 2021, il n'y aura pas alternance telle qu'ils le pensent, parce que avoir l'alternance devant quelqu'un quand même qui maîtrise tous les actes. L'alternance n'est pas que d'un bois à l'autre. Hein. C'est le fait de pouvoir mettre quelqu'un d'autre à la tête du pays, ou encore même de reconduire peut-être la même personne, mais de façon régulière. Mais ce qu'on observe ici, sur la base des élections, et les tests de la République. On condamne une gouvernance. Donc, quand on condamne une gouvernance, il faut tout faire pour changer la gouvernance. Mais avec ce qui se passe, on assistera peut-être à un autre chaos en 2021. Les gens vont crier et bon, il n'y aura plus. Jean-Del sur la même question. Est-ce que c'est la marque de ce que parfois, au sein même de l'opposition ou au sein d'un bord politique donné, on peut connaître les limites des mouvements de lutte? Oui, c'est la preuve que les raisons et les fondements de la lutte ne sont pas les mêmes. Et que chacun y va de ses intérêts. Et donc, c'est normal qu'il y a certains qu'on retrouve des leaders politiques qui n'acceptent pas d'abord. C'est-à-dire que peut-être on demande à un pays étranger de venir prendre les règnes du Bénin pour commencer par gouverner. Parce que depuis que j'ai appris cette histoire, j'ai fait l'effort de chercher la définition du mot ingérence, pour comprendre un peu les implications directes et indirectes de l'appel que cela lance à la communauté internationale. Heureusement qu'il y a encore des gens vraiment lucides, qui sont à peu près un peu patriotes encore dans ce rang-là, et qui se disent non, oui, qui se disent non, là où nous allons, il y a un danger à nos portes. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu au Burkina Faso, on a vu en Libye. Malgré que le peuple libyen mangeait à sa faim, l'étudiant avait une bourse, malgré qu'il n'avait pas un emploi stable, malgré tout ça, mais lorsqu'ils sont allés détruire, aujourd'hui, le peuple libyen continue de drainer toujours les séquelles. Et lorsqu'on parle de la rébellion, ça dit, on ne va pas susciter la rébellion d'un peuple, mais c'est de façon spontanée.
J'ai écouté un leader politique de l'opposition qui faisait la comparaison avec le Burkina Faso. Et j'ai dit, ah non, la jeunesse du Burkina Faso, on ne l'a pas appelé pour dire aller assiéger le Parlement. Mais c'était de façon spontanée qu'eux nous ont vu que c'était important de le faire. Mais lorsqu'on va descendre à Dantokpa, lorsqu'on va descendre à Boycon, ça veut dire qu'on est conscient que le peuple, les jeunes ne m'écoutent pas. Alors il faut qu'on aille vers eux pour leur dire, suivez-nous. Du coup, le combat, ce n'est pas les mêmes. Et comme je l'ai dit, la liberté d'expression, elle est encore de mise au Bénin. Sinon, ces opposants n'auront plus cette liberté-là d'opiner sur les questions d'actualité. Et le Béninois lambda doit comprendre que l'opposition en elle-même n'arrive pas à parler d'une seule voix. Est-ce que alors c'est pour moi qu'ils se battent? Parce que si les FCBE arrivent à faire un mariage avec le PCB ou bien avec Restaurer l'Espoir, bien USL, on peut comprendre. Mais qu'est-ce qui les empêche de s'unir dans un creuset? Mais les législatives sont terminées. On ne reviendra pas sur ça. Ou bien ils n'ont pas vu que les parlements de la sous-région vont rendre visite à Vlavonou pour le féliciter. Ça veut dire que même ceux qu'ils appellent pour dire ne les reconnaissez pas. Il y a même quelqu'un, un ancien député de la 7e législature qui disait, mais est-ce qu'ils vont arriver à siéger dans les parlements de la sous-région? Et ces parlements de la sous-région viennent saluer le président de l'Assemblée béninoise. Ça veut dire que c'est une question qu'on n'est même pas en droit de se poser. Ils vont siéger et du coup, c'est déjà un échec sur ce plan-là. Ils doivent comprendre alors que la communauté internationale elle-même, elle comprend. Je vais vous dire, il y a des organisations de la société civile qui ont boycotté, qui ont quitté la plateforme des OETC pour les élections. Mais lorsque le gouvernement a expliqué au PTF pourquoi on ne peut pas revenir en arrière, qu'on doit appliquer la charte des partis politiques, je vous jure que ces partenaires techniques même ont compris la pertinence. Et on menacé ces OLC pour dire, mais si vous ne respectez pas les tests de la République, nous, on ne pourra plus mettre notre argent à votre disposition. Est-ce que c'est le FMI qui va accepter que, bon, on injecte de l'argent dans un pays où on ne respecte pas les tests? Et ceux-là, aujourd'hui, veulent qu'on n'envoie pas de l'argent et qu'on autorise, qu'on viole allègrement les tests que nous-mêmes, nous avions votés. Nous sommes à une époque où, aujourd'hui, quand nous prenons les confessions religieuses, au lieu de chanter partout le retour des exilés, il faut travailler que la paix règne dans le pays. Et surtout quand on me parle d'exilés, est-ce que c'est Valentin Dialotin qui est un exilé politique? Bon, on ne va pas particulariser. Non, vous savez, on ne va pas particulariser, oui. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on prend le nom, lorsqu'on prend aujourd'hui la liste de ceux qui ont quitté de façon volontaire, librement, le territoire national, c'est pour des questions précises et c'est eux-mêmes qui se sont choisis de ne pas revenir au bécail. Lorsqu'on vous invite pour répondre des faits qui vous sont reprochés et vous acceptez de rester à l'extérieur, vous ne venez pas, est-ce que là vous êtes un exilé politique? Lorsque pour mauvaise gouvernance, l'audit révèle que vous aviez détourné des millions, des milliards et qu'à cause de ça, vous quittez le territoire et qu'on vous met sur la liste des exilés politiques, c'est écœurant. Ça dit, ça choque un peu la sensibilité. Et ceux-là, lorsqu'on va leur donner, on va leur donner la chance de gouverner, ça veut dire que eux, ils vont alors protéger ceux-là qui ont pillé les ressources du pays. Ce n'est pas normal. D'accord. Kader avait des choses à dire par rapport à cette question. Je vais poursuivre. Du candidat Zanaï. Je vais poursuivre dans la même lancée que mon confrère parce que c'est vrai qu'il y en a dont la situation est quand même assez dubitative. Quand on voit un peu la liste des noms qui sont qualifiés d'exilés politiques, il y en a véritablement où on se pose la question. On est un peu dans le doute au niveau de certaines personnes si on doit parler en toute honnêteté et franchise. Mais il y en a où on sent qu'eux, ils sont en excursion, où ils sont en balade touristique, parce qu'ils ne sont impliqués dans rien. L'un n'en a été cité dans aucun audit, ils n'ont été cités nulle part,
Mais on voit, on invente des histoires, voilà, on a appris qu'on veut m'assassiner, on veut faire ci, alors que l'intéressé se soucie peut-être pas de vous. Peut-être ce sont ceux que vous insultez tous les matins, peut-être qui viennent peut-être vous effrayer. Vous savez un peu, quand un enfant voit quelqu'un crier dans un couloir, il pense que c'est un fantôme, alors qu'en réalité, c'est un homme qui est là, comme on le dit généralement chez nous, dans un adage très précis. Alors, pour revenir à l'USL, au PCB et au RE, je crois que ces formations politiques m'ont vraiment fasciné face à leur, je dirais, analyse de la situation quand elles ont estimé que c'est vrai. C'est pas bien, ça ne va pas selon elles, ce que je respecte d'ailleurs, parce que d'ailleurs n'oublions pas que dès le départ, même si le PAG a été rédigé avec une fusion du projet de société de Sébastien Germain-Javon, d'Abdoulaye Biachane et de Patrice Talon, n'oublions pas que Sébastien Germain-Javon a lui-même avait une autre vision, une autre conception de la chose, et donc ça on peut le lui concevoir. Le PCB a sa vision et ça on la lui connaît. Le Restaurer l'espoir, Kani Nazanaï, lui, c'est lui qui m'inquiète encore, parce que quand on sait qu'il a été le meilleur avocat de Patrice Talon pour qu'il accède, je dirais, à la magistrature suprême et qu'aujourd'hui il est en désaccord, d'accord, je lui respecte cela. Encore que là, encore le discours aussi, il faut poser des questions aussi. Mais quand ils viennent jusqu'à dans leur opposition dire qu'ils sont contre cela, je crois qu'il faut saluer cela. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Il faut reconnaître que parmi eux tous, quand je prends toutes les formations politiques, je crois que celui qui doit avoir plus à en vouloir au régime, c'est l'USL, parce qu'il estime peut-être que, bon voilà, il a été condamné à 20 ans par une juridiction et donc il avait tant de problèmes, les affaires et autres. Mais voilà un parti qui a dit non, on ne fait pas cela. On ne fait pas cela parce que la situation n'est pas encore à ce niveau, parce que voilà un parti qui a peut-être réfléchi, qui a compris un peu les choses. Et je tiens à préciser une chose, au-delà de toute chose, il faut que ça cesse aujourd'hui, que ça cesse qu'on habitue les populations, je dirais, à la violence, qu'on habitue les populations à une psychose. Parce que à force d'habituer les populations à la violence, nous assisterons les fois à venir à quoi? Je ne veux pas citer des pays où chaque fois qu'il y a des échéances électorales, il y a forcément des soulèvements. Parce que c'est normal, nous sommes en politique, et quand on parle de politique, il y a des questions d'intérêt, des questions d'intérêt, de grands intérêts, parce que c'est vrai, Etienne Gouzoubé disait tout à l'heure que c'est juste 4 ans, mais pour certains, c'est pas juste 4 ans. En 4 ans, député à l'Assemblée nationale pendant 4 ans, pour eux, ce que ça représente, c'est beaucoup de choses. Il y en a qui vont à l'Assemblée pour marchander, je dirais, leur soutien, que ce soit en faveur ou en défaveur du pouvoir en place. Et ce marchandage-là a un prix énorme et peut les rendre multimillionnaires, voire même milliardaires. Et qu'il y en a même qui vont avec un poste déjà visé. Et donc, quand on les écarte de cette situation aujourd'hui, bon, c'est légitime. Excusez-moi du peu, on ne les a pas écartés, mais qu'ils s'écartent eux-mêmes. C'est une erreur qu'ils s'écartent eux-mêmes, parce que n'oublions pas que il y a eu une réforme qui a été effectuée, mais ils n'ont pas compris. Et je l'ai dit déjà sur ce plateau ici, il y avait une incompréhension, une inappropriation du mot membre fondateur. Et donc, c'est à ce niveau donné que tout l'embrouillanimi s'est déroulé, en fait. On n'a pas compris c'est quoi un membre fondateur. Est-ce qu'il fallait aller à une refonte de notre parti politique? D'ailleurs, on n'a pas compris cela. Il y avait le projet d'une liste unique, sans comprendre qu'il ne s'agissait pas peut-être de mettre tout le monde sur la liste d'un parti politique, mais qu'il fallait que tout le monde soit militant d'un seul parti politique. Donc, il y avait beaucoup d'incompréhension à ce niveau. Il revient à eux d'aller gentiment, poliment même, et même calmement auprès du ministre de l'Intérieur, pour qu'il leur délègue, je dirais, des personnes normales, des personnes impartiales et des personnes, je dirais, habilitées à leur expliquer dans leur plénitude ces législations, pour que les législatives, c'est dans moins de 10 mois, je crois, environ 9 mois, pour que dans 9 mois, ils puissent être aux échéances électorales. Je crois que ce qu'ils devaient faire, c'est de se conformer à cette charte des partis politiques et d'écrire maintenant à ces institutions internationales pour dire, nous nous sommes déjà conformés, voilà comment nous avons fait, nous avons envoyé nos dossiers au ministère de l'Intérieur, nous avons envoyé ça à telle date et nous vous tenons témoins. Là, si pendant 9 mois, le ministère de l'Intérieur ne délibère pas, là, on reviendra faire le débat. J'ai eu à le dire déjà une fois déjà sur ce plateau. J'ai dit, n'habituons pas les populations à accepter parfois l'inacceptable. Parce que si déjà un chef d'État qui est installé il y a 3 ans, on le traite de dictateur, encore que quand on parle de dictature, ça a aussi un intérêt, parce que la démocratie ne rime pas avec l'anarchie et que la démocratie aussi, c'est la dictature d'une majorité. Leur présence, la dictature des lois de la République, leur présence à l'Assemblée nationale parce qu'ils étaient minoritaires et parce qu'ils n'avaient pas, je dirais, le quota nécessaire prévu par la Constitution, n'a pas pu bloquer certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée pour bloquer les projets de développement? Parce que n'oubliez pas que s'ils étaient encore à l'Assemblée nationale, c'est nos théâtres auxquels on va assister, où tout le temps, tout serait mauvais. Je pense que l'idéal, comme je le disais tout à l'heure, il faut véritablement le préciser, c'est qu'ils aillent au ministère de l'Intérieur, qu'ils aillent comprendre les tests
qu'ils aillent se conformer à la charte des partis politiques. Ceux qui veulent rester avec les uns et les autres, qu'ils se restent ensemble. Ceux qui ont trouvé qu'ils ne peuvent rester avec personne, qu'ils aillent tout seuls, je dirais en toute autonomie et toute indépendance, mais qu'après avoir créé cette refonte-là, qu'ils écrivent maintenant à ces institutions pour qu'on puisse les observer. Mais s'ils habituent les populations à dire Patrice Talon est un dictateur aujourd'hui, dans 15 ans, que diront-ils? Dans 20 ans, que diront-ils? Un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui fait 3 ans au pouvoir. Un dictateur n'est pas quelqu'un qui fait 10 ans au pouvoir. C'est au-delà de cela. Au-delà de cela, où on sent quand même une perversion dans la révision de la Constitution. Je crois que si Patrice Talon était un dictateur, ce n'est pas en début de mandat qu'il allait chercher la révision de la Constitution. Il allait dire, bon, c'est mon programme, donc il faut que je cherche les acteurs et allait faire un quinquennat, un second quinquennat, et c'est peut-être au milieu du second quinquennat maintenant qu'il allait le faire. Mais un dictateur ne pense pas le faire. Et un dictateur ne pense pas, je dirais, et ça il faut vraiment le préciser, ne pense pas à instaurer un mandat unique de 7 ans. C'est pas la fertilité d'imagination des dictateurs. Un dictateur, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut ôter le verrou peut-être de mandats limités et estimer qu'un chef doit avoir une vision et que même en 10 ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses et qu'il faut révolutionner le pays. Un dictateur, c'est celui qui trouve des mécanismes politiques pour tout le temps revenir. Et donc, on n'est pas encore à ce niveau. Et donc, que les gens ne commencent pas à exposer ce débat. Et ça, c'est un débat qui doit être mené par, qu'on soit mouvancier ou pas, qu'on soit, comment on appelle, centriste ou pas, qu'on soit neutre ou pas, on doit comprendre que jusqu'en 2021, Patrice Talon est un démocrate. Après 2021, il est un démocrate. C'est au-delà de cela, quand on va constater l'évolution des choses, qu'on va commencer à alerter les populations. Et là, comme le disait Étienne tout à l'heure, il y aura une révolution spontanée. Mais si vous habituez les gens, encore que l'autre erreur, et là j'en finirai, de nos acteurs politiques, c'est qu'ils font l'erreur et la bêtise. Et c'est même un manque d'intelligence de pouvoir comparer les situations au Bénin par rapport à d'autres pays. Alors qu'au Bénin, nous avons des coutumes, nous avons des us, mais nous avons une mentalité béninoise qui n'est pas violente. Le Béninois, normalement, n'est pas violent. Mais il y a des peuples qui sont naturellement violents. Il y a des peuples qui sont agressifs. Nous ne sommes pas agressifs ici. Nous sommes très hospitaliers ici. Mais s'ils habituent les Béninois à être agressifs en allant convoyer d'autres personnes, d'ailleurs, à des millions de francs CFA pour venir, je dirais, créer l'insurrection, et que parfois ils arrivent à organiser des choses et que ça ne prend pas, et qu'ils ont ce besoin irrésistible de pouvoir en découdre avec quelqu'un, je dis, s'ils habituent les populations comme ça, le jour où eux-mêmes se retrouvent au pouvoir, s'ils ont quand même encore des gens intelligents dans cette opposition, on va utiliser les mêmes armes contre eux, et finalement, quel est le développement que nous voulons? Je suis d'accord qu'il y ait une opposition. Je suis d'accord qu'il y ait des discours, je dirais, sarcastiques pour pouvoir peut-être, je dirais, se prononcer contre le pouvoir en place. Mais je ne suis pas d'accord, je dirais, qu'on soit dans une opposition radicale, dans une certaine radicalisation où on veut parfois tout foutre en l'air pour aller hors du pays. Alors, Fumé Sossou, très rapidement, est-ce qu'on pourrait dire là que Patrice Talon est incompris? Oui, Patrice Talon est incompris de certains acteurs politiques, mais il est compris par le peuple. Parce que vous savez, aujourd'hui, ceux-là qui crient, c'est parce qu'ils ont senti que le peuple n'est plus avec eux. La majorité des Béninois ne sont plus, comprennent que ce que le président... C'est une entité empirique. Voilà, ce que le président Talon fait, c'est ce dont on a besoin. Donc, du coup, ils sont en train de montrer, au fait, les signes de leur fin. Lorsque dans un film, c'est-à-dire le chef bandit décède, c'est que le film est terminé. Donc nous sommes proches de la fin du film. Donc aujourd'hui, il faudrait que ceux qui sont leurs militants, moi je parle surtout pour ceux-là, ceux qui sont leurs militants comprennent que ces leaders aujourd'hui n'incarnent plus des personnalités qu'il faut suivre. Voilà, donc du coup, ils donnent plus de marge de manœuvre aux deux partis qui soutiennent le pouvoir. Vous allez constater que d'ici quelques mois, pour les élections municipales, communales et locales, les gens vont commencer par démissionner de leur parti pour rejoindre les deux partis politiques qui soutiennent le pouvoir. Très bien. Jean-Étienne Le Soubé, rapidement aussi, on a lu très récemment le communiqué d'une élue parlementaire de la France, députée de France Insoumise, Sabine Rubin, qui a utilisé des mots très forts, des adjectifs qu'il ne me plaît pas de relayer ici pour raison de déontologie. Mais pour qualifier la situation sociopolitique du Bénin, il y a aussi les appels de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amnesty International qui a rendu un communiqué aussi il y a quelques jours. Et tout ça, lorsque vous voyez ça, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la suite? Est-ce qu'on en arrivera à une situation vraiment stable où tout le monde va se concentrer sur le développement de la nation? Le Bénin est stable et la situation est stable même depuis. D'accord. Vous voyez, aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a même aucune raison de s'inquiéter. On ne peut pas avoir de l'unanimité autour de tout ce qui se passe dans le pays. D'accord.
Et je me battrai pour qu'il n'y ait pas d'unanimité autour de ce qui se passe. Parce que si jamais il y avait unanimité, ça veut dire que ce n'est plus l'intérêt général. C'est ça. D'accord. Depuis même, bien avant même la conférence, bien avant même la conférence, il y avait l'opposition au Bénin. Ouais. Depuis 90, il y a l'opposition au Bénin. L'opposition va toujours exister. Chose normale. La seule chose qui est souhaitable, c'est que l'opposition puisse défendre l'intérêt général en reconnaissant lorsque ça va bien. Mais on ne peut pas vouloir dire que ça ne va pas et accepter que une autre famille vienne prendre des décisions dans ma famille. C'est un peu absurde. On a fini 10 secondes. Très rapidement, je dirais que par rapport à cette députée-là, je crois que ce n'est pas quelque chose à même lire et à mettre dans la poubelle. Vous savez pourquoi il faut mettre ça dans la poubelle? Parce que c'est un député qui s'est prononcé, ce n'est pas le Parlement français. Et donc, pour ma part, je peux même supposer, même, avoir la lu des choses, voilà, lu l'influence de ces anciens chefs d'État, je peux supposer qu'elle a été même manipulée pour prendre ce test-là. Parce que je crois que quelqu'un qui voit un peu la situation actuelle en France, où le président Macron s'est confronté à des difficultés, ne pas se mettre hérédien tout comme ça sur un pays africain. Encore que, on sait comment ils viennent en Afrique faire le balance de santé précisément au Bénin. Et donc, je crois qu'il ne faut pas peut-être prendre ça au sérieux. Kader Chirou, merci. Voilà, c'est peut-être, je vais rebondir sur sa chute là pour rappeler ces propos de Macron qui disait, qui interrogeait les journalistes sur pourquoi est-ce qu'il pense que la vérité est toujours du côté des opposants. Pourquoi vous pensez que les opposants, ce sont les opposants qui ne veulent que parce qu'ils sont dans les émotions, parce qu'ils sont dans les émotions. Ils sont, oui. Le débat est parfois passionnant, il y a de beaux adjectifs et ils sont souvent fertiles, je dirais, en imagination, alors que le pouvoir parfois est confronté à ces difficultés parce qu'on ne peut pas tout expliquer au niveau des rapports bilatéraux et autres, au niveau des accords internationaux et autres. Merci Kader Chirou, journaliste à Esae TV, Firmin Sossou, merci d'avoir été là. Jean-Del Etienne Glessougué, journaliste à KPFM. Merci à tous.